Bonsoir, comment tu t'appelles? Moi c'est Jean. Alicia, je m'appelle Alicia, mais on ne se connaît pas. C'est pas grave, on peut faire connaissance. Mais je n'ai que 12 ans, vous savez. Oui, je sais, j'ai vu ta photo de profil. Tu es d'où? Je vis sur l'île de la Réunion, mais je suis de Paris à la base, et je viens très souvent en France. Ok, et tu es encore debout à cette heure? Oui, mes parents dorment et je suis sur mon téléphone. Ok, tu as une photo de toi nu? Je n'ai que 12 ans. Si mes parents apprennent ça, je vais avoir des problèmes. Sites de jeux vidéo, réseaux sociaux ou sites de rencontres, chaque enfant ou adolescent passe entre 3 heures et 7 heures par jour sur Internet. Comme Alicia, à chacune de ces connexions, un enfant sur 10 recevra un message de la part d'un prédateur sexuel. Aujourd'hui, nous recevons Nella Moore, cofondatrice de la team Moore et auteure du livre « Les prédateurs sont dans la poche de vos enfants », qui a décidé de faire de sa vie une traque sans relâche de ces prédateurs déguisés en voisins parfaits. Voici son histoire. Bonjour Nella, Bonjour Mathieu. bienvenue sur Tempo Vita. C'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Nella, chez Tempo Vita, on veut connaître celle qui nous parle avant de savoir ce qu'elle fait. Nella Moore, qui es-tu? Alors, moi, je suis Madame Tout-le-Monde. Je suis une maman de 3 enfants. J'habite sur Lyon et dans la vie de tous les jours, je suis femme de ménage. Et à côté, j'ai une activité particulière. Je suis à la fois présidente d'association, la Team Moore, qui a pour but d'appréhender des prédateurs sexuels sur les réseaux sociaux en se faisant passer pour des enfants. Alors, je rappelle à ceux qui nous écoutent que notre entretien d'aujourd'hui est basé sur le livre que tu as écrit, « Les prédateurs sont dans la poche de vos enfants ». Alors, je crois savoir qu'il t'a fallu 3 ans, ou presque 3 ans, pour écrire ce livre, qui, on va voir tout au long de cet entretien, retrace le quotidien de ton combat. Alors, la première question que j'ai pour toi, Nella, c'est pourquoi ce livre? Quelles ont été tes motivations premières pour mettre sur papier, finalement, toutes ces horreurs que tu as vues ou que tu as vécues? Pour que les gens sachent. En fait, au départ, j'écrivais comme une sorte de journal de bord. Je notais un petit peu tout ce que je faisais dans ma vie. Et quand j'ai relu ces lignes, je me suis dit, mais ça paraît tellement fou, mais les gens doivent savoir ce qui se passe. Et donc, j'ai décidé d'en faire un livre. Quelque part, c'est comme si je vais paraître folle, mais c'est comme si je me racontais à moi-même ce que je vivais. Parce que c'était tellement fou et tellement pas commun qu'il fallait que je raconte ça. Et c'est vrai que finalement, avant de faire tout ça, j'étais ignorante face à ce sujet. Même en tant que mère de famille, je ne connaissais pas tout ça, ou du moins une brève partie. Et pour moi, c'était important que le commun des mortels soit au courant de ce fléau qui nous touche tous finalement, parce qu'on a tous été un enfant. Alors, pour ceux qui nous regardent, tu portes un masque aujourd'hui. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi garder l'anonymat pendant tes entretiens est si important? Déjà pour le respect de ma vie à moi, par respect pour mes enfants, pour mon entourage, parce qu'aussi on a reçu quelques menaces, on ne plaît pas à tout le monde. Et puis, j'ai pas ce côté youtubeuse ou influenceuse. J'ai pas besoin qu'on voit mon visage et j'ai pas besoin de m'exposer. Alors, quand tu dis ces menaces, c'est sous quelle forme? De la part de qui? Alors, les menaces, on ne sait jamais de qui ça vient. En général, ce sont des lâches qui sont derrière. Ça va souvent, en général, ça va être des menaces par mail, par écrit, des choses comme ça, mais on ne sait jamais qui est derrière, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce combat, quand tu parles de menaces, est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur? Je sais pas, je vis quand même normalement tous les jours avec mes habitudes, mais c'est vrai que il va y avoir un dossier qui a été peut-être plus important que d'autres, parce que là aujourd'hui je suis anonyme, mais dans les tribunaux il y a ma véritable identité, donc je me cache pas face aux autorités. Alors Nella, on va revenir sur le début de l'aventure de la Team Moore. Ce mouvement commence avec la naissance d'Alicia. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cet ado de 12 ans qui finalement, j'ai l'impression, après avoir lu ton livre, est à l'origine de cette mobilisation et de ce mouvement? Alors Alicia, elle a été créée, elle a été mise au monde par Stephen Moore, donc c'est quand même lui qui est à l'initiative de ce collectif, de ce mouvement citoyen.
Et c'est vrai que très vite, lorsqu'il l'a mise en ligne, elle a été abordée par des dizaines de prédateurs sexuels. Et très vite, il a dénoncé donc des individus qui ont été arrêtés, condamnés. Moi, je l'ai rejoint par la suite parce qu'Alicia était déjà en ligne et Steven m'a expliqué comment on crée un enfant virtuel, comment on parlait avec des prédateurs, parce que c'est très important. Il y a des codes, il faut faire très attention à ce qu'on fait, comment on le dit, comment on interprète les propos, etc. Et de là, face justement à ce fléau, à ce phénomène, on a décidé du coup de monter un collectif et de lancer un mouvement citoyen pour qu'on soit des milliers à le faire. Alors, en février 2019, justement, pour toi, il se passe quelque chose qui a marqué le début de ton aventure personnelle dans la Timur. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est lorsque j'ai visionné le reportage sur les fichiers de Zandvoort. C'est un reportage qui fait froid dans le dos. Et en fait, j'étais vraiment ignorante de ça et j'avais honte en fait de ne pas savoir ça parce que le reportage est en ligne déjà depuis quelques années et je me suis dit non mais c'est pas possible, on est en Europe, ça peut pas exister, il faut agir, il faut faire quelque chose. Puis après je suis retombée sur terre en me disant je suis femme de ménage, qu'est-ce que je peux faire en fait? Et de là une internaute avec qui je conversais m'a présenté virtuellement donc Steven Moore qui avait déjà mis en place son profil d'enfant et c'est comme ça en fait que tout a commencé. Alors, dans ton livre, hein, c'est très bien expliqué, tu diras que ce reportage sur l'affaire de Zandvoort est un déclic. Les nuits qui suivent le visionnage de ce documentaire sont pourtant, je crois, difficiles pour toi. Tu ne dors plus, ou plus très bien, du moins. Est-ce que tu peux nous dire quand même dans quel état d'esprit réellement tu étais à ce moment-là? Une fois que tu rentres et que tu t'immerges dans un monde, au final, que tu ne connaissais pas, et qui est assez violent, parce que ça se fait en peu de temps, tu découvres cet univers un peu sordide. Hein. Ça a été compliqué pour moi parce que j'ai fait la bêtise inconsciemment d'avoir fait un transfert en fait par rapport à mes enfants. Et je me suis dit comment on peut faire autant de mal à un enfant? Comment on peut le salir comme ça à ce point? C'est plus qu'inhumain en fait. Hein. Et oui, les nuits ont été compliquées parce qu'à force, j'ai voulu regarder d'autres reportages, j'ai voulu m'informer encore plus. Et plus je grattais, plus que je découvrais, plus c'était innommable en fait. Et justement, quand tu parles de gratter, à partir de cette affaire, tu fouilles, tu navigues d'article en article, documentaire après documentaire. Il y a une chose qui m'a marqué dans ton livre, c'est que tu finis par tomber sur l'horreur absolue. C'est l'affaire Daisy Destruction, l'histoire terrible de ce snuff movie réalisé en 2012 par le pédocriminel Peter Scully. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire? En fait, à force de chercher des articles sur la pédocriminalité, donc j'arrive en Australie, donc sur un article australien qui explique l'arrestation de ce pédocriminel. Et en fait, alors je sais plus, parce que là ça remonte à quelques années maintenant, si c'est des enfants qu'il avait enlevés, mais en tout cas il y avait 3 jeunes filles, 3 mineurs, et la petite Daisy n'avait que 18 mois. Et il y avait l'autre petite fille alors je sais plus s'il l'a, c'est tellement glauque, c'est tellement horrible, s'il l'a forcée à se suicider ou s'il l'a tuée elle-même. Mais ce qui est bizarre, c'est que la police l'avait retrouvée démembrée et la petite Daisy était violée face caméra. Elle était pendue et violée face caméra. Enfin, c'était juste atroce. Et c'était des vidéos qui commercialisaient à $10 000 la vidéo. Et enfin, c'est atroce. Enfin, c'est quelque chose que je sais même pas comment le journaliste a réussi à écrire son article. Enfin, Alors, on travaille un petit peu sur cet entretien avec Laurent depuis un petit moment, comme je t'avais dit. Ça nous a permis un peu de nous familiariser, même si c'est un grand mot, parce qu'on ne peut pas se familiariser avec cette horreur, mais ça nous a permis quand même d'appréhender le pourquoi du comment, au moins de se dire que ça existait. Mais je me mets juste à la place de quelqu'un effectivement qui vient d'écouter ce que tu dis,
qui n'avaient pas conscience il y a 30 secondes que ce genre de choses pouvait exister, c'est un choc frontal, en fait. C'est un véritable choc frontal. Alors, très vite après ton immersion dans cet univers, hein, tu racontes que chez toi, il y a une espèce de rage, de colère qui jaillit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette colère? J'étais en colère contre la société finalement. Je me suis dit que la société française ou européenne, enfin dans notre société actuelle, comment on peut laisser faire ça en fait. Je sais très bien qu'il y a des policiers, des gendarmes qui travaillent corps et âme, qui voient des horreurs tous les jours, etc. Mais concrètement, c'est pas assez en fait. Et pourquoi c'est pas assez? Pourquoi est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est un manque de financement? Est-ce que c'est un manque de moyens? Parce que vous faites arrêter un site pédopornographique, le lendemain, il y en a 3 qui sont ouverts, etc., etc. C'est sans fin en fait. Et oui, j'étais en colère contre l'espèce humaine en fait finalement. C'est ça qui m'a le plus dégoûtée quoi. C'est ce que l'homme est capable de faire. Je trouve que parfois dans ces dossiers, c'est très facile de qualifier ces gens-là de monstres, comme si quelque part notre inconscient voulait les sortir de l'espèce humaine, Oui. alors qu'au final, et on le verra tout à l'heure dans les histoires, ce sont des pères de famille, ce sont des comptables, j'ai rien contre les comptables, attention s'il y en a qui nous écoutent, mais ce sont des instituteurs, ce sont des gens qui en plus des fois ont affaire à des enfants et qui choisissent justement un univers avec des enfants, mais ce sont des humains. Moi, c'est ça qui est le plus troublant, j'allais dire, à réaliser. Mais comme tu le dis, on n'a pas envie de les mettre dans la case humaine. Et je veux dire, certaines fois, on est confronté à des dossiers. Je tire ma révérence aux membres de mon équipe qui sont confrontés à des images qui sont insoutenables. Il n'y a plus le mot humain, en fait. Alors, après toutes ces années, parce que tu as quand même un petit peu, le mot est fort peut-être, mais l'habitude de voir passer ce genre de messages et de dossiers, mais après toutes ces années, est-ce que la colère est toujours présente? Après ces gens qui ne se rendent pas compte, après cette institution qui n'est pas assez forte? Alors, je dirais oui et non, parce que j'ai pu m'entretenir avec de nombreux policiers et de nombreux gendarmes depuis qu'on fait ça, à chaque audition ou dans des rencontres, etc. Donc, où le feeling est très, très bien passé. Et c'est là que j'ai pu comprendre qu'en fait, je les plains parce que ils sont honnêtes, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir lutter contre. On leur donne rien. Enfin, je vois par exemple, même moi, quand je leur envoie un mail, il ne faut pas qu'ils dépassent 6 mots, sinon, c'est des petits trucs, mais si vous voulez, qui vont freiner même une procédure quand ils font des réquisitions sur un réseau social. Des fois, il faut attendre 3, 4, 5, 6 semaines, des fois, pour avoir une réponse. Et je trouve que tout ce qu'il y a autour, en fait, n'aide pas le policier ou le gendarme à faire son travail comme il faut, en fait. Et je les plains vraiment. Après, moi, je suis plutôt en colère contre nos politiques, oui, évidemment. Parce que là, on parle d'enfants qui sont potentiellement en danger, on parle de prédateurs sexuels en liberté, et que rien n'est fait. Que rien n'est fait et que voilà, ça fait 5 ans qu'on tire la sonnette d'alarme pour dire que ça pullule sur la toile, aussi bien dans la rue, mais vraiment partout, et sur les réseaux sociaux, les gens en ligne, les chats pour ados. Enfin, du moment qu'il y a un enfant, potentiellement, il y a des prédateurs sexuels. Alors, est-ce qu'au final, c'est une colère qui... parce que je reviens sur cette colère, parce qu'elle est importante, je trouve, parce qu'elle peut être source de motivation, elle peut te donner envie de te battre, mais parfois, est-ce que c'est pas une colère qui te consume après toutes ces années et qui te rend un peu différente, j'allais dire, de nous qui nous intéressons à ce sujet pendant une centaine d'heures, notre audience qui va l'écouter mais qui va revenir à ses activités après. Toi, tu es dedans. Est-ce que quelque part, tu te sens un peu détaché de nous par rapport à ce que tu as vu jusqu'à présent? Non, je dirais pas ce mot-là. Je dirais peut-être que j'ai plus vu, parce que je suis amenée à voir des choses qu'un citoyen lambda n'est pas censé voir. Mais je me mettrais pas du tout sur un piédestal en disant moi je sais plus que vous. Non, c'est que il m'a fallu plusieurs années pour savoir ce que je sais, pour avoir vu ce que j'ai vu. Mais
Je serais plus là en tant comment dire, que relais pour informer, pour prévenir, et puis quelque part, il y a un peu un appel au secours, en fait, parce que c'est un appel aux grandes institutions. J'ai rencontré des présidents d'associations, j'ai rencontré des procureurs, j'ai rencontré une députée, j'ai rencontré un ministre. Et il y a des fois, j'ai l'impression de lancer une bouteille à la mer et même si on va me dire on vous soutient, ce que vous faites, c'est génial, on a besoin de vous, continuer. Alors, soit je suis quelqu'un de très impatient, mais je trouve que les choses n'avancent pas et que si on veut changer les choses, on peut le faire. Il suffit juste de le vouloir, en fait. Alors Néla, tu te présentes comme une maman de 3 enfants, femme de ménage. Tu te décris dans ton livre comme une citoyenne ordinaire avec une vie ordinaire. Alors, moi j'avais envie d'insister sur ça parce qu'il y en a au moins un, avec moi, hein, mais il y en a au moins un qui n'est pas d'accord avec toi sur cette définition, c'est le Larousse. Parce que d'après lui, tu serais plutôt une personne qui se distingue par sa bravoure, et donc tu rentrerais plutôt dans la catégorie des héroïnes, je rajouterais des temps modernes. Et j'ai eu l'impression en lisant ton livre que tu tiens absolument à rester une sorte de Madame Tout-le-Monde. Mais est-ce que tu peux comprendre que certaines personnes ne te voient pas comme ça, mais plutôt comme une sorte de, j'allais dire, de super-héros, un peu à la Superwoman, normal la journée, et traquant les méchants la nuit? C'est trop d'honneur, vraiment. Et encore une fois, pour moi, les véritables héros, on va dire dans l'ordre, les véritables héroïnes et héros, c'est les membres de mon équipe. Ce sont des femmes et des hommes extraordinaires. Eux, ce sont des héros. Moi, je fais le lien, mais encore une fois, je reste Madame Tout-le-Monde, vraiment. Tu tiens à rester Ouais, une personne vraiment, normale. oui. On le sent hein, dans ton Oui. livre, dans l'entretien. Vraiment. C'est trop d'honneur. Et puis, je pense que si dans chaque cause ou dans chaque lutte, si quelqu'un veut faire quelque chose avec de la détermination, de la volonté et beaucoup de cœur, il peut faire quelque chose. Oui. Alors, il y a un moment clé pour toi au sein de la Team Moore, c'est la naissance de Lina. En quelque sorte, nous, on la considère un petit peu, après avoir lu le bouquin, comme la copine d'Alicia. Hein. C'est tout ça, c'est virtuel, mais on fait un lien. Est-ce que tu peux nous raconter son histoire, s'il te plaît? Alors, Lina, elle est née avec mes stigmates, avec mes souffrances quand j'étais petite. Il fallait que je crée une enfant, une proie facile. Donc, une enfant qui a des difficultés, une enfant qui est mal aimée. Ça a été compliqué pour moi parce que il a fallu un petit peu que je me replonge dans mon passé pour revivre certains traumatismes afin que les souffrances de cette enfance soient réelles, en fait. Il fallait donner l'illusion que cette petite fille existe avec sa vie, avec ses émotions, avec une famille complètement déconnectée de la réalité, complètement instable. Et en fait, ça a été éprouvant pour moi, cette petite, parce que très vite, elle a été contactée par de nombreux hommes et 99% d'entre eux voulaient avoir des rapports avec la petite. Donc, elle était devenue soudain un objet sexuel pour des pédocriminels en puissance. Et c'est ce que tu disais, quand tu crées ce profil, tu dis que 2 heures après sa création, ton quotidien est carrément submergé de messages et de photos, de vidéos. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les détails? Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus quels sont les premiers messages que tu reçois et ce que tu ressens vraiment lors de tes premières conversations en fait, avec ce personnage qui est pour l'instant virtuel? Bah, en fait, on est vite dégoûté parce que très vite, les conversations, elles étaient à teneur sexuelle. Et j'avais beau rappeler que j'avais que 13 ans, c'était une enfant qui recevait des photos de sexe en érection, des vidéos où il se masturbait. Mais moi, au départ, la première fois, ça m'avait mis mal à l'aise. Ça m'avait vraiment dérangée, ça m'avait dégoûtée. Et je me suis dit, si moi, en tant que femme, mère de famille, je sais ce que c'est un pénis, mais pour que je sois dégoûtée à ce point, j'ose même pas imaginer à quel point ça peut abîmer un enfant
quand il reçoit ce genre de clichés. C'est là où les gens doivent comprendre que c'est plus qu'une photo, c'est plus qu'une vidéo, parce que c'est quelque chose qui n'est pas demandé ou désiré, où l'enfant n'a pas les clés pour comprendre ce qu'il reçoit, Oui. et pourtant il le reçoit. Tout à fait, parce que surtout qu'un enfant n'a pas la maturité nécessaire, il n'est pas construit encore, et être bombardé de messages comme ça, de photos et de vidéos, c'est un traumatisme pour cet enfant. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur Lina un petit instant, parce que tu me parles de stigmate à l'instant. Donc, pour la créer, l'adulte que tu es aujourd'hui a dû replonger, tu m'expliquais, dans une enfance pour utiliser, c'est les termes, c'est les blessures du passé, pour rendre cette fillette, et je te cite dans ton livre, un peu vivante, naïve, malheureuse, isolée. Bref, tu viens d'employer le mot de proie pour les prédateurs. Moi, la question, quand on lit ton livre, ça saute un peu aux yeux, c'est est-ce qu'il n'y a pas un peu de Nella dans le personnage de Lina? Et en d'autres termes, est-ce que Lina, ou les autres jeunes filles d'ailleurs que tu as créées, ne se battent pas, ce contre quoi Nella n'a pas pu se défendre peut-être à un moment de sa vie? Bravo. Bravo, parce qu'en fait, c'est exactement ça. Et parce que c'est la première fois que je suis en train de chialer dans une interview. En fait, elle trouve exactement les bons mots et si tu veux, en étant Lina, Stella, Nina, en essayant de faire quelque chose de juste, eh ben, c'est comme si je réparais un petit peu mon enfance, alors que personne a essayé ou du moins voulu le réparer, alors qu'il en avait les moyens, il se reconnaîtra. Eh ben, je pense que c'est un petit peu quelque chose qu'on retrouve chez tous les membres en fait, qui composent la Team Moore, parce que 80% des membres ont été victimes de pédocriminalité, de viol, d'inceste ou de maltraitance. Ils ont tous eu une enfance un petit peu cabossée. Et pour eux, en fait, voilà, sauver un enfant, c'est comme si on se sauvait soi-même. Avec en plus, en ayant aujourd'hui des armes d'adultes, on le verra tout à l'heure dans l'entretien, mais c'est au moment où on va montrer un peu de confrontation, ce que vous faites dans l'association. Tu déclares cette phrase, j'ai trouvé très juste, si tu dis ce porc, je représente pour ce porc toute la femme qu'il déteste, ou le type de femme qu'il déteste. Oui, c'est ça. Ça veut dire, j'imagine, une femme aujourd'hui plus forte. Une femme forte. Qui fait face. C'est ça, une femme libre. Une femme sans homme derrière elle, en fait, qui... pas un pantin. Alors, justement, ces messages, Lina, tu as plusieurs profils actifs aujourd'hui. J'aimerais que tu mettes ton téléphone en mode sonnerie, Oui. s'il te plaît, pour que tout le monde se rende compte de la fréquence à laquelle tu reçois ces messages d'hommes qui veulent justement rentrer en contact avec les jeunes filles que tu as créées. On fera le point à la fin de l'entretien, si tu veux bien, sur tous les messages que tu as reçus. Alors, revenons sur ton livre. J'ai l'impression, quand on s'appelle Nella, qu'on doit se battre un petit peu, beaucoup même, contre les prédateurs. On doit se battre aussi contre un système judiciaire qui est sinon complaisant, assez naïf à l'égard de ces mêmes prédateurs, quand on regarde les peines qui sont infligées. Et parfois, on doit se battre aussi contre les proches ou moins proches qui ne veulent pas voir ou comprendre. Bref, on se demande parfois si ton combat, c'est pas un peu seul contre tous, quoi. Voilà. En fait, des fois, c'est un peu ça, hein. C'est un peu un coup d'épée dans l'eau, hein, vraiment. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout dépend des parquets, des magistrats, de l'officier que vous avez en face de vous, en fait. Aujourd'hui, ça se passe très très bien. Dans 99% des cas, il y aura toujours un ou deux parquets qui va être réticent, mais pour la plupart, tous nos dossiers sont instruits. Mais c'est vrai que les prémices ont été très très complexes, qu'il fallait se battre contre tout un système en fait finalement. C'était et à force, j'estime qu'on a réussi, oui. Je me permets de le dire, je m'octroie de le dire qu'on a réussi parce que ces individus sont condamnés. Donc certes, les peines, elles ne sont pas extraordinaires. Encore une fois, tout dépend des magistrats, tout dépend des juges. Il y en a qui prennent plusieurs années fermes, il y en a qui prennent quelques mois avec sursis. C'est de leur responsabilité, c'est pas de la nôtre. Alors toi qui as fait plusieurs procès, justement, on en parlera tout à l'heure, mais toi tu es en train de dire qu'il y a des différences de peine même selon les régions, j'allais dire, ou les parquets.
par exemple? Pour prendre un exemple, on est à Chartres, on est en 2021. L'individu primo-délinquant, il a été arrêté, mis en détention provisoire. Il a fait son procès en visioconférence depuis sa cellule. Il a pris 18 mois ferme. Attention, c'est une grosse peine, hein, 18 mois ferme. Et on va en avoir un autre. Par exemple, on est à Alençon, on est en 2022. L'individu envoyait des fichiers pédopornographiques. On voyait une petite fille qui avait même pas 10 ans qui était violée. Le dossier était horrible. Il a pris du sursis et une peine pécuniaire de 10 000 euros. Ben là, j'ai pas compris en fait. Moi, à un moment donné, il faut qu'on m'explique. Je comprends pas. Mais bon, après, encore une fois, hein, c'est de leur responsabilité à eux. Hein. S'ils recommencent, s'il y a de la récidive, et ça on le voit. Malheureusement, ceux qui ont pris des peines ridicules, ils recommencent. Ils retombent sur nous, on les re-signale, et là, le sursis, normalement, il est censé tomber. Ça, c'est arrivé de tomber Plusieurs deux fois fois, bien sûr. le même? Plusieurs fois, même. Alors, certains pourraient penser qu'au fond, ceux qui minimisent l'ampleur de ces phénomènes criminels, hein, quels qu'ils soient, d'ailleurs ça marche pour la pédocriminalité, mais pour autre chose, on en parlait tout à l'heure, ne sont pas simplement capables de digérer ce qu'ils voient, comme si la vérité était trop dure à entendre, trop dure à voir. Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens? Est-ce que tu leur en veux quand même de te faire perdre du temps à les convaincre? Est-ce que tu leur en veux de ne pas vouloir le monde des réseaux sociaux tel qu'il est? Est-ce que leur en veux un peu de ne pas se révolter avec toi, c'est-à-dire d'avoir tout le monde avec toi qui apprécie à sa juste valeur le combat que tu fais et la révolte que ça amène? Je peux pas convaincre quelqu'un qui sera têtu, obstiné à dire que ça n'existe pas, que j'exagère, etc. Donc je ne vais pas perdre mon temps avec lui. En attendant, il y a des faits. On a quand même on a des résultats qui sont concrets. Là, on parle en centaines d'arrestations. Moi, je m'adresserais plutôt aux parents qui ont des enfants, en fait, pour leur expliquer que laisser une tablette ou un téléphone entre les mains de son enfant sans lui avoir donné les codes, qui peut se mettre en danger, en fait, parce que ça existe et que... comment dire? Elle est complexe, hein, cette question, parce que... Moi je la pose dans le sens où parfois tu peux arriver à un point où ça te touche, tu viens de nous dire pourquoi, l'origine de cette chose, ton combat est présent dans ta vie en général, il peut toujours y avoir un décalage avec quelqu'un qui ne saisit pas en fait l'ampleur, donc du coup tu as deux options, c'est ou tu fais ton combat toi de ton côté puis tu demandes rien à personne, ou naturellement tu as envie de réveiller les gens tout simplement, et puis les gens qui ne se réveillent pas en face, t'es un être humain, ça t'énerve, ça te révolte et tu comprends pas pourquoi il n'est pas avec toi en train de marcher avec toi. Alors oui, des fois, on a envie de les secouer. Et d'ailleurs, je l'écris un moment dans le livre, qu'une fois que j'ai compris, une fois que je suis sortie de cette culpabilité de ne pas l'avoir su avant, j'ai envie de les réveiller, ces gens. J'ai envie de leur dire, réveillez-vous, c'est grave ce qui se passe, il faut faire quelque chose, protégeons nos enfants. Nos enfants, ce sont les adultes de demain, c'est eux qui vont construire notre société future. Donc oui, il y a ce côté un petit peu de révolte, mais en même temps, chacun est libre aussi de ses opinions. Alors, tu as déclaré lors d'un entretien que tous les jours, ou presque, tu as envie de reprendre ta vie d'avant, mais qu'il t'est impossible d'arrêter avec tout ce que tu as vu. Alors moi, j'ai envie de savoir, on en a un peu parlé tout à l'heure, comment on fait quand on s'appelle Né l'amour pour aller bien, quand non seulement on voit toutes ces choses, mais aussi quand on doit continuer. Quels sont tes sas de décompression? En fait, oui, j'ai envie d'arrêter tous les jours. Encore maintenant, je te dirais que j'ai envie d'arrêter, partir au ciné avec mes enfants, ou avoir une vie normale. C'est-à-dire, je vais travailler, je rentre du boulot. Non, là, je rentre du boulot, je fais mes petits dossiers, je parle avec mon équipe, on fait ci, on fait ça. Et je crois qu'en fait, j'ai de la chance déjà d'avoir 3 enfants qui sont top, qui me soutiennent déjà, ça c'est important. Et en fait, je crois que j'ai une super équipe avec moi. Et le sas de décompression, on se le fait entre nous. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons comprendre finalement ce que nous vivons et ce dont nous avons besoin.
Et c'est ce que je disais ce que j'essayais de dire tout à l'heure, où tu as rebondi, mais vous êtes un peu à part. Vous ne voulez pas l'être, parce que vous voulez être ordinaire, mais tu vois, de facto, avec ce que vous vivez, et tu es en train de dire que seule une personne qui est un peu dans ton équipe, ou quelqu'un qui a un degré d'empathie et pas dans ton équipe, qui comprendrait ce que tu fais, mais seul votre... Un peu comme les policiers, en fait. On a reçu un Reda Bellage il n'y a pas longtemps, qui nous disait un peu la même chose, c'est-à-dire c'est des activités, c'est pas un hobby ce que vous faites, c'est des convictions. Donc vous devez traîner, entre guillemets, avec des gens qui ont plus ou moins les mêmes convictions que vous, quand même. Tout à fait. On se sent compris entre nous, exactement. Et alors, tu parles de tes enfants. Est-ce que tu as parlé à tes enfants de ton combat, justement, de Ah, ce que ils tu savent fais? tout depuis le début. Déjà, il fallait que je leur explique pourquoi je passais autant de temps sur mes écrans. Voilà, surtout que je leur dis Que qu'il tu ne faut veux pas pas le le faire. faire, exactement. Mais je leur ai expliqué pourquoi. Je leur ai expliqué que je me faisais passer pour une enfant. Je leur ai expliqué... En fait, moi, du coup, ça m'a permis de faire beaucoup de prévention auprès de mes enfants. Parce que malheureusement, il y en a très peu, ou des fois même pas du tout, que ce soit dans les écoles ou même au sein d'une famille. Et moi, j'ai pu expliquer à mes enfants ce à quoi ils seraient confrontés le jour où ils auraient accès au réseau. Et alors au début, c'était un petit peu compliqué pour eux. D'ailleurs, je l'ai écrit dans le livre parce que c'est vrai que c'est une activité qui m'a pris énormément de temps, surtout les premières années. Je ne faisais que ça. Et puis c'est vrai que maintenant, ils voient plutôt, ouais, ils me donnent un petit peu cette casquette de super maman qui aide la police à arrêter les méchants, quoi. Pas si ordinaire que ça, on va Oui, dire. mais quand même. Je sais, t'aimes pas, tu n'aimes pas ça. Et alors, leur réaction, est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur leur réaction? Ils ont des âges différents, donc du coup, quel type de réaction tu as quand tu leur annonces ce que tu fais, parce qu'eux te voient faire des ménages, et puis en fait, c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qu'ils te disent? Bah, en fait, c'est surtout à chaque fois qu'ils voient un article dans la presse ou quand ils me voient à la télévision, ou à chaque fois je leur dis: «Ah bah aujourd'hui on a un procès. Ah bah on a gagné le procès. Ah c'est bien maman, il a eu quoi?» 6 mois avec sursis. Ah c'est tout. Bon. Mais ouais, ils sont contents, ils sont fiers. Aujourd'hui, ils sont fiers. Et alors, ils sont fiers, attention, parce qu'on est tous parents, toi, Laurent, moi. Tu peux réveiller des vocations avec ce que tu fais. C'est très bien, mais il faut le savoir. Alors, de manière plus large, est-ce que tu aurais dit, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux parents? Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais j'aimerais que ce soit très clair. Qu'est-ce que tu dirais aux parents d'enfants pour qu'ils prennent conscience aujourd'hui du phénomène? Est-ce qu'il y a un top 3 des règles, une méthodologie ou quelque chose à suivre pour que ce soit clair? Il y a plusieurs choses. Déjà, la première, arrêtez de mettre vos enfants sur les réseaux. Arrêtez de poster des photos d'eux quand ils sont à la gym, qu'ils sont à la piscine, qu'ils sont à la plage. Vos enfants, ce sont les plus beaux du monde, mais par pitié, arrêtez ça. Envoyez-les en privé, mais arrêtez de les montrer de façon publique. Deuxième chose, le téléphone ou la tablette n'est pas une nounou. D'accord? Donc, si vous donnez un appareil numérique, il faut apprendre à votre enfant à s'en servir. Qu'Internet, c'est comme dans la rue, on ne parle pas à des inconnus. Donc, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais il existe des applications qui peuvent vous aider à contrôler l'appareil de votre enfant, telles que Family Link ou autres. Mais vous devez quand même avoir un œil et surtout dialoguer avec votre enfant. Alors, si on quitte un peu les enfants, on parle un peu des gens qui te sont un peu proches, ta famille, tes amis. Est-ce qu'ils ont tous compris ton engagement? Alors justement, tout a changé. Et au départ, personne ne m'avait soutenue. Justement, on me prenait pour une folle, on disait que j'exagérais dans mes propos, que je délirais, que je disais du grand n'importe quoi. Et en fait, ça a permis de faire du tri dans ma vie. Donc, ça permet de faire le tri sur sa famille aussi. Ça permet de faire le tri sur nos amis. Et aujourd'hui, vraiment, ce sont les personnes militantes, en fait, qui vont, comme on disait tout à l'heure, qui vont me comprendre, avec qui je peux parler, que je vais soutenir dans leur action, qui vont me soutenir dans la nôtre. Mais effectivement, mon entourage propre au tout départ, ils étaient incompréhensifs et au contraire, ils étaient prêts à me mettre des bâtons dans les roues pour arrêter, en fait. Alors j'aimerais maintenant, Néla, qu'on voit avec toi les aspects pratiques de cette track en ligne. Je dis track car
je crois que tu n'aimes pas utiliser le terme de chasseur ou chasseuse de pédophiles. Nous, on aime bien, hein, parce que ça renvoie à l'idée que je te disais tout à l'heure, que la peur doit changer de camp. Donc, on imagine les prédateurs se transformer en proie. Donc, nous, on est très contents. Mais toi, je sais que tu n'aimes pas trop ça. Pourquoi tu n'aimes pas ce terme? Eh bien, justement, parce qu'en fait, le fait que si on les traque, si on les chasse, ils deviennent des proies, donc des victimes. Et ça inverse les rôles. Et c'est pour ça que nous, on n'aime pas trop, parce que l'auteur des faits, c'est lui. Il n'est pas une proie. Sa victime est une proie. Donc, c'est pour ça qu'on veut bien mettre les choses dans l'ordre, bien à leur place. Et en théorie, nous, on ne les traque pas. Ouais. C'est eux d'abord qui vont être sur Internet, qui vont contacter un enfant dans le but de le pervertir. Donc, il va choisir un enfant pour faire de cet enfant sa proie. Donc, c'est juste voilà, bon, pour bien remettre les protagonistes à leur place et qu'il n'est pas une victime, qu'il n'est pas la proie. C'est parce que, justement, beaucoup, pour leur défense, vont dire, ou même les avocats disent qu'ils ont été victimes de la Team Moore, ils ont été victimes de notre piège. C'est hallucinant dans les procès, franchement, c'est du grand théâtre. À voir. Alors Néla, je te propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet et de voir avec toi les différents aspects pratiques de cette chasse aux pédophiles sur Internet. Alors, justement, si on parle un peu de pratique, nous on va l'appeler cette track, hein, donc je comprends que tu veux pas, mais c'est pour donner l'image de ces personnes. Ça commence avec la création d'un profil de mineur, comme celui d'Alicia ou de Lina qu'on a vu tout à l'heure. Alors moi, j'ai une question, parce que ça ne doit pas être évident quand même de se faire passer pour un enfant, parce qu'il faut quand même se tenir à la page de ce qui se fait, avec une génération qui évolue hyper rapidement sur le net. Qu'est-ce qu'on met dans un profil de jeune fille comme Lina ou Alicia, qui ont 12-13 ans en 2024, pour aller justement à la rencontre de pédophiles? Alors, comme tu dis, il faut vraiment se mettre à la page, et ça il faut se mettre à la page tous les 6 mois, parce que ça va très très vite. Déjà, nos profils, ils ont 11 et 13 ans. On ne veut pas les faire plus vieux, parce que déjà, ils n'intéressent plus personne. Par rapport à l'article de loi sur lequel on se base, c'est pour les moins de 15 ans. Mais c'est vrai que nous, on les fait jeunes, malheureusement, ça marche un peu plus en fait. Pour la photo de profil ou les photos utilisées dans la conversation, ce sont nos photos qu'on rajeunit avec un filtre ou avec une application, avec l'IA. C'est assez bluffant. Pour pas qu'on nous accuse d'avoir volé des photos de quelqu'un d'autre, donc soit usurper une identité de quelqu'un, ou atteinte du droit à l'image aussi. Donc voilà, faut faire attention, on est en France, il y a beaucoup de lois à respecter, et au moins ce sont nos photos, nos propriétés, on en fait ce qu'on veut. Et puis ensuite, on va faire des publications comme n'importe quel enfant. En général, ça va être sur... en ce moment, en vogue, ça va être les youtubeurs, ça va être les influenceurs sur TikTok, voilà, des trucs comme ça. Donc, il faut vraiment suivre. Et puis, on adapte aussi un discours d'enfants. Donc, parce qu'ils ont quand même leur dictionnaire à eux. Et donc, voilà, en fait, tout est fait pour rendre un enfant vivant et complètement réel et crédible. En ce moment, c'est à la ref. Alors ça, on l'entend partout. Enfin, voilà, il faut... Bon, tu as un peu d'aide déjà peut-être à la maison qui te disent un peu quoi faire. Ça aide. C'est bien. Alors justement, ces profils, je rappelle à ceux qui nous écoutent que pour les besoins de cet entretien, tu as laissé ton téléphone allumé. Et ce qu'on entend de temps en temps, ce sont des notifications, photos, vidéos, et de ces profils que tu as créés. On verra ensemble à la fin de notre discussion ce que tu as reçu comme type de message. Alors, une fois que le profil est créé, donc tu reçois des invitations, des photos, des vidéos, c'est ça? C'est comme ça que ça fonctionne? Alors, on reçoit des invitations. Donc, on accepte toutes les demandes d'amis sur n'importe quel réseau sur lequel on est actif. Parce qu'on est sur plusieurs réseaux sociaux, on est sur des chats pour ados. Alors oui, ça existe. Ce sont des sites de rencontres pour mineurs. Je ne vais pas dire les noms parce que je ne voudrais pas que des abrutis aillent dessus pour faire n'importe quoi et pour pas qu'ils se mettent en infraction eux-mêmes, parce que ça va créer des vices de procédure et je préfère pas le dire. Enfin, il suffit de faire une recherche, c'est très facile. Des sites comme ça, il en existe beaucoup. Et ça pullule de pédocriminels. On est 1 heure dessus, et vous avez déjà des propositions sexuelles très rapidement. On reçoit des demandes d'amis, qu'on prend tout le monde, hommes, femmes, enfants, faux enfants, tout le monde.
Majeur, mineur, on prend tout le monde. Et ensuite, on attend que l'interlocuteur entame la conversation. Ce n'est pas nous qui allons commencer parce que ça peut être comme de la provocation. La fameuse provocation. Voilà, c'est ça. Donc, on le laisse parler, on répond. Quand la conversation dévie un petit peu sur la sexualité, on refuse les avances, encore une fois, pour pas que ce soit de la provocation ou de l'incitation. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on répond. Ne jamais dire oui à ces propositions sexuelles. Donc, il faut savoir, alors c'est très dur comme exercice parce qu'il faut savoir en même temps le freiner, mais plus on le freine, il va nous bloquer et pour le coup, il va contacter un autre enfant. Donc, il faut essayer de le garder sans l'inciter. Donc, c'est vraiment un exercice compliqué. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment un point essentiel à respecter parce que sinon, il y a un vice de procédure. Lui, il s'en sort. Et nous, pour le coup, on peut nous accuser. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans nos échanges. Et à partir de là, donc on reçoit des photos, l'échange est fait. Comment se monte un dossier pour qu'il soit recevable devant les tribunaux, en quelques mots? Alors, un dossier standard, on va avoir de la corruption de mineurs. Donc, c'est le fait d'un majeur qui va demander à un enfant de faire des actes sexuels sur lui ou avec un objet ou des choses comme ça. Il y a le fait aussi de le pervertir en lui envoyant des vidéos pornographiques ou des vidéos de son pénis en érection, des vidéos dans lesquelles il se masturbe. Ça, c'est courant, c'est dans 4 dossiers sur 5, c'est ce qu'on va retrouver. Il y en a d'autres, ça va être dans la manipulation. Ça va prendre des mois de conversation, mais à la fin, on arrive toujours à avoir une proposition sexuelle ou alors une proposition de rencontre. Mais tout à l'heure, je te disais que tout dépendait des magistrats et des parquets. Là, récemment, on a envoyé un dossier où il n'y avait rien. Pas de photos, pas de vidéos, pas de corruption, pas de proposition sexuelle, rien. Mais avec l'équipe, on s'est dit, il y a un truc, il est malsain, c'est pas normal de parler comme ça à une enfant. J'ai envoyé le dossier à Angers là, il y a quelques jours et la substitut m'a répondu en disant qu'ils ouvraient une enquête parce que l'individu était inquiétant. Le policier m'a appelé le lendemain pour me dire « Vous avez fait du super travail, on va aller le chercher ». Et j'ai dit « Mais j'ai pas compris. Il y a des dossiers qui sont gravissimes et il va pas y avoir grand-chose derrière. » Et là, il n'y a rien. Et il m'a dit, oui, mais nous, à Angers, voilà, on le parquet ensuite, toutes ces Incroyable. affaires, etc. Incroyable. Hallucinant. Et donc, voilà. Donc en général, voilà, un dossier va comporter toujours des photos, des vidéos, etc. En fait, ce qui est dur, c'est de savoir à quel moment on envoie le dossier. Quel dossier est prioritaire? Comment savoir? Parce que finalement, on ne sait pas ce que fait l'individu. Peut-être qu'il viole sa nièce tous les jours. Ça, on ne le sait pas. Donc, c'est pour ça que avant, on essayait d'avoir le maximum d'infractions pour le dénoncer. Bon, c'était il y a quelques années. Maintenant, dès que j'ai une infraction, dès que j'ai un délit, je ne me pose pas de questions, je préfère envoyer tout de suite. Alors justement, Néla, la Team Moore, c'est combien de condamnations de pédophiles à votre actif? Alors, condamnation, on ne peut pas le dire parce que vu qu'on n'est pas la véritable victime et qu'il n'y a pas longtemps que nous sommes structurés en association, on ne pouvait pas le savoir en fait. Donc, c'était au bon vouloir du magistrat ou lorsque l'affaire était médiatisée qu'on était au courant de la condamnation. Aujourd'hui, c'est plus de 400 dossiers envoyés, donc en France métropolitaine, dom-tom évidemment, Canada, Italie, Salvador, Allemagne, Angleterre, Belgique, Suisse. Et depuis début 2024, nous avons envoyé plus de 154 dossiers à la justice, donc en moins de 6 mois. Ce qui est beaucoup pour un groupe de citoyens sans moyens. Alors pendant la préparation de notre entretien, quand on t'a demandé de partager avec nous 2 cas qui pourraient illustrer ton combat, tu nous disais que ça avait été très difficile de choisir parmi les 400 dont tu viens de parler. Et au final, 2 dossiers ont vraiment marqué ton aventure au sein de la Team Moore et tu voulais nous partager ces 2 dossiers. Alors on va commencer par celui de Nîmes en 2021. Est-ce que tu peux nous raconter ce cas ? Nîmes, 2021, lundi de Pentecôte. Une certaine Stéphanie fait une demande d'amis à Stella. Donc Stella, c'est moi. J'ai 13 ans et demi, j'allais avoir 14 ans, mon profil commençait à devenir vieux. Et je savais que c'était un pédocriminel derrière, je savais que c'était pas Stéphanie. Elle me disait qu'elle avait 16 ans,
mais elle me posait des questions bizarres, elle disait vouloir me rencontrer. Le problème, c'est que j'avais aucun élément contre cette personne. Je ne pouvais même pas faire une plainte ou un signalement en gendarmerie pour qu'ils remontent leur IP. Et je n'avais rien, il n'y avait aucun délit, rien du tout. Et puis, je lui fais croire que je suis à Nîmes. Elle me dit, bah, rejoins-moi devant le Pantel. Donc, le Pantel, c'est un bar-restaurant assez réputé là-bas. Et sauf que je n'étais pas du tout à Nîmes, j'étais à Lyon. Donc, j'appelle Mox, mon super ami qui est décédé maintenant, qui était donc sur Nîmes. Et je lui dis, est-ce que tu peux te rendre devant le Pantel dans 2 heures et tout? Il me dit, pas de problème, j'y vais. Donc Mox qui faisait partie de la Team Moore. Tout à fait. Et en fait, il voit d'abord un individu qui vient, mais vu qu'on n'était pas sûr et qu'on n'accuse pas quelqu'un sans preuve, je lui fais croire que je suis en retard. Du coup, il rentre chez lui et je lui dis que j'arrive. Finalement, il revient sur les lieux une 2e fois. Et là, il revoit le même homme revenir à ce moment précis. Et de là, il le suit. On appelle la police de Nîmes, on leur explique qui on est, ce qu'on fait, ce qui se passe. Ils le suivent avec les caméras de la ville et ils vont l'arrêter quelques rues plus loin. De là, ils l'arrêtent, ils le mettent en garde à vue et il nie en bloc. Il dit que c'est pas lui, que c'est une erreur, il n'utilise pas ce profil. Donc, à la place de Stéphanie, on a Didier, 53 ans, qui vient au rendez-vous avec une chevalière à chaque doigt. Et au bout de 48 heures, il reconnaît avoir utilisé ce profil et se faire passer pour Stéphanie sur les réseaux sociaux. Mox, lui, il est auditionné le lendemain et il a été pris de haut par un des policiers chargés de l'enquête, vraiment, qui n'était pas du tout en accord avec notre méthode, qui disait qu'on n'avait pas le droit, blablabla, que finalement on était comme Didier, puisque lui aussi faisait un faux profil de mineur, donc il nous a quand même comparé à un prédateur. Et puis, une enquête est quand même ouverte. Et entre-temps, moi, je continue à envoyer des mails au procureur de Nîmes pour dire quand même que cet individu est dangereux. Je lui envoie 2 mails comme ça, 2 ou 3, je ne sais plus. Et il est laissé libre sous contrôle judiciaire. Et fin 2023, 2 ans après, je vois dans la presse que Stéphanie, sur les réseaux sociaux, à Nîmes, a pris 17 ans de réclusion criminelle. Et là, je fais, mais c'est ma Stéphanie à moi, c'est mon dossier, c'est pas possible autrement. C'est énorme. Là, Donc là, je me dis, il s'est passé quelque chose, quoi. J'appelle la police de Nîmes. Je leur demande des explications, en fait, pour m'expliquer comment il peut prendre 17 ans ferme, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis là, ils veulent rien me dire. Puis finalement, elle me répond en me disant que l'enquête avait déterminé qu'il avait fait plusieurs victimes. Il y a eu plusieurs viols. Et là, je lui dis, mais les faits, ils ont eu lieu avant mai 2021 ou après? Puis là, il y a eu un blanc, et puis elle me dit, avant et après. Je fais, c'est une blague. Je fais, nous, on avait prévenu le proc qu'il fallait pas laisser. Ça veut dire même après votre intervention? Après notre intervention, parce que c'est notre intervention qui a permis l'ouverture d'enquête, qui a permis de découvrir de véritables victimes. Et il a recommencé après. Et là, la policière me dit, il n'a pas respecté son contrôle judiciaire. Je fais, non, mais là, on parle d'un viol. Et elle me dit, bah, il faut en parler au juge, le juge des libertés, un truc comme ça, je ne me souviens plus de leur jargon. Et dans l'article de presse, il y avait le nom de l'avocate des victimes que j'ai contactée. Donc, qui m'a confirmé que l'enquête avait été réalisée grâce à notre action et que les victimes nous remerciaient pour ça. Qu'effectivement, il avait pris 17 ans ferme. Et moi, en fait, ça m'a rendue malade, cette histoire, parce que je me suis dit, si on nous avait pris au sérieux, si on nous avait écoutés, il n'y aurait pas eu de victimes supplémentaires, en filigrane, fait. Si on vous écoute bien, c'est pris au sérieux, donc c'est de suite une enquête sur cette personne-là, et ça l'empêche probablement de passer à l'acte, quoi. Normalement, quand on fait les choses rapidement et proprement, et voilà. Et le problème, donc voilà, moi, c'est une histoire qui m'a vraiment tenue à cœur. Et j'avais demandé, et puis bien sûr, pendant le procès, ils nous ont oubliés, on n'a pas été appelés, ni entendu en tant que témoin. Et donc, j'ai demandé à être entendue pour le procès en appel, parce qu'il a fait appel. On a refusé, c'est le tribunal d'Avignon, la cour d'appel d'Avignon, qui ont refusé qu'on soit entendu en témoin parce que nous n'étions pas là au premier procès.
Donc, quand vous n'êtes pas là à un procès, vous n'avez pas le droit d'être là au second. Et du coup, j'ai demandé à l'avocate des victimes de me nommer en tant que témoin. Et elle m'a dit, bah, écoutez, il n'y a plus besoin, il s'est désisté de son appel. Il a pris 17 ans ferme et ça ne bougera pas. Alors, elle t'a marqué, mais on voit qu'elle t'a marqué pas forcément par votre victoire. Elle t'a marqué parce que tu soulèves encore un point où on revient sur la même chose, c'est que tu as alerté, on te prend plus ou moins au sérieux, on dit oui, bon, on verra, et puis en fait, il y a un passage à l'acte. Donc, Et oui, et encore une elle victime. marque malheureusement, quoi. Oui. Alors, on passe à la deuxième affaire dont on voulait parler avec toi. C'est le dossier de Charleville-Mézières qui a duré de 2022 à 2024. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire, Néla? Alors, c'est un dossier assez intéressant, en fait, où vous avez tout dedans. Alors déjà, avec le dossier de Nîmes, ce que j'ai oublié de dire et qui est important, c'est que là, on a vraiment le prédateur très dangereux dans le sens où il se crée un profil mineur, un profil de jeune fille, etc., qui ment, c'est vraiment le prédateur très, très dangereux sur les réseaux sociaux. Donc, même si vous avez l'impression de parler à une jeune femme ou quelque chose, on ne sait pas qui est derrière l'écran, finalement. Ensuite, pour Charleville-Mézières, donc, il s'appelle Antoine. C'est Candy, une membre de mon équipe, qui parle avec lui. On le signale très rapidement parce que très vite, il montre des photos de son sexe, il se masturbe. C'est un dossier standard, mais très rapide, qu'on envoie au parquet de Charleville-Mézières. Il a été condamné en juillet 2023. Il a pris 1 an ferme, alors qu'il y avait aussi de la consultation de fichiers pédopornographiques. Vous savez, quand on prend 1 an ferme, on ne fait pas 1 an, on fait quelques mois et après on sort. Donc il a fait quelques mois de prison. Il est sorti mi-janvier et mi-février, je le re-signalais. Donc il était sous bracelet et il recommençait. Et là, du coup, je l'ai re-signalé au parquet de Charleville-Mézières. Il a été recondamné en avril. Cette fois, il a pris 30 mois ferme. Et alors, la proportion de gens que tu revois en fait dans l'univers de ces contacts sur les messageries, ça représente beaucoup ça de pédophiles que tu arrives à revoir dans un deuxième temps? En fait, c'est ça qui est fou, c'est que ceux qui ont des petites peines ou des petites punitions, parce que moi j'appelle ça pour certains des punitions, ils me tapent sur les doigts, ben, ils recommencent, ils se refont un profil, ils recommencent et je trouve qu'il y en a beaucoup quand même. Hein. Ouais, c'est assez inquiétant de voir. En fait, ça démontre finalement que rien ne leur fait peur, qu'ils agissent en toute impunité et qu'ils continuent. Ben surtout pour vous, parce qu'en fait, vous déjà, c'est déjà difficile d'intercepter, c'est déjà difficile de monter un dossier, donc vous auriez aimé quand même vous dire, bon, bah, c'est bon, celui-là, il est hors service. Et ben non, on recommence. Et puis, vous le recroisez peu de temps après. Alors, il y a un passage assez fort dans ton livre qui raconte également une autre partie de votre activité, ce que nous, on appelle les confrontations. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Je t'invite à prendre l'iPad qui est à côté de toi, Néla, pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Neyla doit y rencontrer un homme qui envoie des messages particulièrement insistants. Tu sais comment on fait l'amour, ma chérie? Mais non, je suis trop jeune pour faire ça. Si tu veux, on met un préservatif, chérie. Neyla va se déguiser avec la tenue d'une vraie petite fille. L'heure de la rencontre approche. Neyla va prendre place sur le lieu du rendez-vous. Et voici l'homme qui s'installe à gauche, habillé comme convenu en treillis et t-shirt militaire. D'après ce qu'il a écrit, il a prévu d'emmener la petite fille chez lui en voiture, puis de coucher avec elle. Il a repéré la fausse petite fille et s'approche. Il tente alors d'embrasser celle qu'il croit être Lina, 13 ans. Bonjour. Ça va? C'est la team Moore. Hein? Est-ce que vous avez pris contact via Facebook avec une petite fille de 12 ans qui vous dit tout de suite qu'elle a 12 ans? Et avec le... Il n'y a rien de pédophile là-dedans? Vous avez 29 ans, elle a 12 ans, monsieur. Le 6 août, vous lui montrez votre sexe en photo. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte En fait, avec ce rendez-vous, on a voulu montrer au grand public que ça existe,
que là, on n'est plus dans les messages, on n'est plus dans le virtuel, que là, on a un homme qui se déplace, qui, 1 heure avant, demande à l'enfant d'aller acheter des préservatifs à la pharmacie. Et il veut avoir des relations avec cet enfant. Il a envie de le faire. Il se déplace, il va jusqu'au bout. Et puis finalement, quand il se rend compte qu'il a été piégé, parce qu'au bout d'un moment, il se rend compte, pour lui, c'est rien. Parce que ce qu'on ne voit pas dans la vidéo et ce que j'explique dans le livre, à un moment donné, il m'a dit qu'il comprenait ce qu'on faisait parce que lui aussi fait la même chose. Là, j'ai dit, ouais, on n'a pas les mêmes techniques. Déjà que je lui faisais comprendre qu'il était quelque part un prédateur, qu'il était attiré par les mineurs, et pour lui, il s'en fout. Pour lui, c'est normal. Comme s'il risquait rien, en fait. Et ça, on le voit beaucoup avec les prédateurs, avec ceux avec qui on parle. Ils se sentent tout puissants, ces gens-là. Comme s'ils étaient protégés. Par un écran, protégés par quelque chose, enfin, je ne sais pas, mais ils se sentent tout puissants, ouais. Et est-ce que vous faites beaucoup de confrontations comme ça aujourd'hui ? La dernière remonte à mai 2021. On n'a plus besoin de le faire. Avant, on le faisait, encore une fois, pour que... déjà, c'était médiatisé et qu'on se servait des médias pour montrer et pour que nos dossiers soient pris. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de le faire dans le sens où on nous connaît. Tous nos dossiers, voilà, ils sont propres, ils sont carrés, ils savent, ils savent à qui ils ont affaire et que c'est pas du flan derrière. Alors moi, je croyais quand même que le rencontrer permettait d'alourdir la condamnation potentielle de cet individu, oui. Parce que tu disais que si on rencontre, ça passe à 5 ans. La peine, elle passe de 2 à 5. Et donc je pensais qu'il y avait une certaine utilité, même maintenant, à quand même Alors les au rencontrer. début, oui, on pensait que, mais en fait, ça change pas trop, hein, donc. C'est comme on disait tout à l'heure, quoi. Les peines, c'est en fonction des juges. Tu peux reposer si tu veux les peines. Alors justement, Neyla, ces leçons que vous donnez, elles vont loin. Tu racontes dans ton livre l'histoire de cet homme de 47 ans qui manipulait Lina, la petite fille de 13 ans que tu avais créée à l'époque, et à qui cet homme proposait des partous. Tu iras jusqu'à lui mettre des photos de son visage et de son sexe en gros plan, à la sortie de son entreprise, pas très loin de ses collègues qui, pour le coup, étaient médusés. Et à la fin de cette confrontation, tu diras que la femme que tu incarnais à ce moment-là était le genre de créature que ce porc devait détester. J'ai envie de savoir à quelle femme tu fais allusion dans ce cas-là. La femme forte, la femme libre, la femme qui n'a pas besoin d'homme, en fait. Sinon, pour lui, voilà, il voulait manipuler une enfant parce que c'est plus maniable une enfant qu'une vraie femme libre. On ne peut pas la manipuler comme on voudrait. J'ai envie de savoir, Neyla, maintenant, qu'est-ce qu'on ressent exactement ? Est-ce que tu te souviens ce que tu as ressenti dans ces moments-là quand tu confrontes un homme de 47 ans qui propose une partouze à une enfant de 13 ans ? Alors, il n'y a plus de confrontation aujourd'hui, mais sur celle-là, est-ce que tu te souviens un petit peu ce que tu avais dans la tête à ce moment-là ? Avant d'y aller, pendant, après ? C'était un dossier compliqué parce qu'on avait fait plusieurs tentatives de signalement contre lui, ses collègues, hein, parce qu'ils étaient plusieurs quand même. Une fois, on passe par Pharos, une fois à la gendarmerie, une fois à la cybercriminalité de Reims. Tout le monde se renvoie la balle, on nous prend pour des cons, littéralement. On ne les écoute pas. Et donc... Et ça allait plus loin, en fait, dans les échanges. Et jusqu'au point, voilà, de proposer une partouze. Il me disait que son copain pouvait nous prêter sa maison avec son canapé. Ça allait super loin, en fait. Donc ouais, je voulais absolument qu'il soit arrêté, quoi. Mais on ne nous écoutait pas à l'époque. Mais au moment où tu fais ça, où il y a cette confrontation, au final, ce dossier, il est allé où à la fin ? Comment ça s'est fini ? Aux oubliettes. Aux oubliettes. Il y a eu un procès, alors pareil, j'ai appris ça dans la presse. Son collègue à lui a porté plainte pour atteinte à la vie privée. Donc j'ai su via la presse que ça avait été classé sans suite. Il y a eu un procès et ils ont été relaxés sous prétexte qu'il n'y avait pas assez de preuves et qu'ils étaient, pas aptes, en fait. Ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient et pour eux, ils ne parlaient pas des mineurs. Mais ce qui est drôle, si on peut appeler ça drôle, c'est qu'un des 5, parce qu'ils étaient 5, continue à faire ce qu'il fait. Sauf que j'arrive pas à le coincer parce qu'il me bloque aussitôt
Et parce qu'il me demande des photos nues, et bien évidemment, je ne peux pas dire oui. Donc je dis non, je refuse, et il me bloque, il me bloque, il me bloque, il me bloque. Mais je vais réussir un jour. Mais il continue, bien sûr. On parle bien à ce jour. Oui, oui, il continue. Ces confrontations, on voit qu'elles ont parfois mal tourné au Royaume-Uni, parce que là, pour le coup, eux ont une approche un peu différente de notre système. Et on a même vu des chasseurs de pédophiles se faire agresser. Il y en a même qui ont été poignardés à mort. Donc si jamais, à cette époque-là où vous en faisiez, comment vous gériez votre sécurité? Comment on prévoit une intervention, entre guillemets, auprès d'un pédophile? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on me voit dans les vieux reportages aller à la rencontre de ces prédateurs, je viens jamais toute seule. Il y avait toujours des bodyguards postés pas très loin qui étaient là pour assurer ma sécurité au cas où. Mais c'était vraiment au cas où. Voilà, leur mission, c'était de me protéger moi et de le protéger lui aussi. Parce que, par exemple, à Bordeaux, quand je me déguise en petite fille et que je lui parle, je parle à voix très haute. Tout le monde m'entendait. Et n'importe qui pouvait lui tomber dessus. Okay. Donc, mon garde du corps, entre guillemets, devait le protéger aussi, parce que sinon, il serait victime. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose que tu as dit, mais j'aimerais vraiment qu'on y insiste. J'ai lu dans ton livre que certains pédocriminels ont porté plainte contre la Team Moore pour atteinte à la vie privée, même si tu m'as dit tout à l'heure qu'il n'y en avait pas 50. Alors quand j'entends ça, moi j'ai envie déjà de dire restons calmes, respirons bon coup, mais je me demande comment on peut se retrouver accusé de porter atteinte à la vie privée alors que vous ne faites que dénoncer les agissements de pédocriminels qui envoient des photos, des vidéos à des mineurs et qui accessoirement proposent de les rencontrer. C'est l'expression on marche un peu sur la tête. Oui, mais c'est surtout que je peux même pas répondre à cette question. Pourquoi il a porté plainte, sous quel motif? Tout ce que je sais, c'est que ça a été classé sans suite, soi-disant qu'ils n'avaient jamais retrouvé les auteurs, bon, alors que tout le monde savait qui en était, puisque moi j'avais envoyé les signalements sous mon nom propre, donc ils savaient très bien qui j'étais. Donc je pense que là-haut, ils n'ont pas voulu instruire et perdre du temps pour cette affaire. Mais c'est le monde à l'envers, effectivement, oui. Alors que sa vie privée relève du pénal. Oui, en plus. Alors, c'est marrant que tu dis ça, parce qu'en fait, quand on fait un comparatif, et c'est ce qu'on a fait un peu dans la préparation de notre entretien, c'est qu'au Royaume-Uni, on a une arrestation sur 2, quasiment, qui est faite grâce à ces mouvements citoyens. Tout à fait. Je crois savoir que la reconnaissance en France de ces mouvements citoyens, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, tarde, mais la situation s'améliore. Mais je crois savoir que tu as traversé une période un petit peu difficile avec, par exemple, l'Office des mineurs qui vous considérait, on a vu dans un ou 2 articles, comme des hors-la-loi, alors que dans le même temps, vous obteniez des condamnations avec vos dossiers devant les magistrats. Alors, comment tu peux expliquer cette contradiction? Je pense qu'en fait, ils n'ont pas d'argument et qu'au bout d'un moment, ils sont obligés de dire des choses complètement aberrantes. Faut rappeler que ce sont des fonctionnaires qui sont payés, qui ont des résultats très bien, qui ont des moyens humains, financiers, matériels, des logiciels, etc. Et que nous, nous avons du temps à consacrer à la cause. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de subvention, nous n'avons pas de logiciel. C'est juste de la détermination et on arrive quand même à dénoncer un grand nombre de prédateurs sexuels. Donc après, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas le temps de faire ce qu'on fait, que ce n'est pas leur priorité, qu'ils vont classer les cas les plus graves, etc. Ok, je le conçois, mais pourquoi refuser un partenariat avec nous alors? Pourquoi? Puisque partout dans la presse, ils disent que le fléau de la pédocriminalité en ligne, c'est horrible, au secours, etc. Ils disent créer des partenariats avec des acteurs privés. Alors pourquoi ils ne nous rencontrent pas? Au lieu de dire dans la presse qu'on est derrière la loi. Pourquoi refuser notre aide qui est gratuite, en fait? Donc, quels sont leurs arguments? Je les écoute. J'attends. Et du coup, est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de ton... On a déjà parlé, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport avec la police aujourd'hui, en 2024? Bonne, meilleure, comme dans mes bulletins scolaires, peut mieux faire? Au beau fixe. En ce moment, ça se passe très très bien. Pourquoi? Parce que on a gagné en crédibilité, parce que des procureurs ont dit publiquement que nous étions une aide à l'institution judiciaire.
parce que j'ai rencontré Madame la députée Maud Petit, qui nous a soutenus publiquement, qui a parlé de nous à l'Assemblée nationale. Nous avons été reçus par le ministre Jean-Noël Barrot aussi en 2023, qui nous a soutenus également, parce que maintenant nous avons des politiques, des policiers, des gendarmes qui nous soutiennent, et ça fait du bien, vraiment. J'en profite pour dire bonjour à la gendarmerie de Saint-Paul qui me reçoit plusieurs fois par semaine, et merci à eux parce qu'ils nous aident grandement. Alors ça, c'était du côté policier, donc on comprend l'Office des mineurs. On ne sait pas bien pourquoi. Enfin, tu as quelques pistes pour montrer en fait qu'ils vous soutiennent plus ou moins, mais ils pourraient mieux faire. La police aujourd'hui, c'est au beau fixe. Côté magistrat, nous, on a noté une déclaration d'Éric Dupond-Moretti qui avait déclaré sur la chaîne parlementaire, donc LCP, qui ne voulait pas collaborer avec la Team Moore au motif que votre activité était potentiellement dangereuse et pouvait entraîner des possibles dérives. Alors, il s'est justifié en disant que le garde des Sceaux qu'il était devait se protéger les Français de cette dérive potentielle. Mais c'est un peu difficile pour nous, et ça doit l'être pour toi. Comment tu réagis sur le fait qu'au nom d'une dérive potentielle, il préfère se passer de vos services alors que vous participez à combattre une menace qui, elle, est bien réelle et pas du tout potentielle? C'est ça, en fait. Ce qui est drôle, c'est qu'à aucun moment, il s'inquiète des individus qu'on dénonce. Parce que le problème, ce n'est pas nous. Le problème, ce sont eux en face. Ce sont les auteurs, ce sont ceux qui vont violer des enfants. C'est eux le problème. Et quelque part, il a une certaine responsabilité aussi, le garde des Sceaux. Et il est censé... il fait partie de ceux qui nous gouvernent. Hein. Et ceux qui nous gouvernent, ils sont censés protéger nos enfants. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, je reviens dessus. Comment vous êtes accueillis en général par les procureurs quand vous faites un signalement? Je rappelle pour ceux qui nous écoutent qu'il est possible soit de faire un signalement auprès des services de police, hein, comme vous faites, et parfois auprès du procureur, justement, quand parfois ça coince au niveau de la police. Tu me disais que selon les régions, ça change. Même question qu'avec la police, en 2024, les procureurs, en général? Alors, nous, quand on fait un signalement, on l'envoie directement au procureur du parquet dont dépend l'auteur. Donc, si l'auteur des faits est à Marseille, j'envoie à Marseille. S'il est à Toulouse, j'envoie à Toulouse. Alors, ce qui est drôle, c'est que là aussi, tout dépend des parquets. Parce que vu qu'on n'a pas d'argent, on fait tout par mail. Et puis aujourd'hui, on est dans une société où notre gouvernement nous demande de tout dématérialiser, que ce soit les impôts, les fiches de paye, tout notre vie maintenant, c'est tout numérique. Et certains magistrats refusent nos dossiers sous prétexte que ça a été envoyé par mail et qu'il faut l'envoyer par courrier. Donc, nous, on n'a pas les moyens d'imprimer un dossier de 500 pages ou de faire un CD-ROM pour l'envoyer, etc. Parce que s'ils refusent, moi, je suis obligée d'aller à la gendarmerie. Et moi, je leur donne déjà tous mes dossiers à l'étranger, enfin, énormément de dossiers, c'est une petite brigade. Et du coup, j'ai trouvé un petit texte de loi de 2016 qui stipule que le mail a la même valeur juridique qu'un courrier. Et donc, dès que je leur envoie ça, bizarrement, le lendemain, je reçois un mail en me disant « Votre plainte a été enregistrée sous le numéro parquet, etc. » C'est bien, on perd du temps pour des conneries. Et parce que là, on parle d'individus qui veulent violer des enfants, en fait. Donc, et il y a un danger imminent. Exactement. Donc, je ne comprends pas pour un simple... Enfin, c'est juste un problème administratif. Mais sinon, encore une fois, c'est au beau fixe, aussi bien avec les magistrats. Il y a 1% où ils vont rechigner parce que c'est par mail ou voilà. Alors, avec la notoriété que la Team Moore a acquise au fil du temps, tu dis dans ton livre que ta messagerie déborde aussi de SOS de victimes d'abus sexuels, d'enfants victimes d'inceste. Tu racontes, et j'avoue que ce passage était un peu difficile à lire, mais que tu es impuissante devant ces horreurs, que ce n'est pas forcément de votre ressort. Donc moi, j'avais envie de te demander comment on vit le fait de lire ces messages et de ne pouvoir presque rien faire pour ces personnes qui ne rentrent pas dans le champ d'action, dans votre champ d'action, et on le comprend, mais qui pourtant parfois vous considèrent comme leur dernier espoir. C'est ça le souci justement, c'est qu'ils nous considèrent ainsi alors que malheureusement on ne peut rien faire. Là par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, une maman m'a contactée pour me dire que sa petite fille de 3 ans était violée par son géniteur et elle m'a appelée à l'aide. Et elle me demande de le piéger.
Et je lui explique que ça ne marche pas comme ça, que je ne peux pas, moi, essayer de le contacter, sinon ça va être de l'incitation, après ça va retomber sur elle, etc. Donc, je me suis sentie vraiment démunie, en fait, face à elle, et je culpabilisais de ne pas pouvoir l'aider. Je lui ai dit, malheureusement, je peux juste être une oreille, mais malheureusement, enfin, je peux rien faire. Enfin, voilà, Alors en on se pratique, sent impuissant. est-ce que tu la rediriges pas quand même quelque part? Est-ce que tu... Bah, moi, je lui ai dit de prendre un avocat déjà, un vrai, un bon. Après, malheureusement, elle n'a pas forcément les moyens d'eux. Ensuite, il existe quand même des aides, l'aide juridictionnelle pour ceux qui l'ont oublié. Sinon, je lui dis d'aller voir des vraies associations qui ont les moyens, telles qu'Innocence en danger ou des structures comme ça. Mais c'est vrai que beaucoup nous contactent alors que on ne peut pas les aider. Mais voilà, je pense qu'ils sont tellement, comment dire, en fait, ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé et malheureusement, des fois, la machine judiciaire ne fonctionne pas comme on le voudrait. Alors, on va parler maintenant des profils des gens qui contactent les petites filles virtuelles que tu crées. On a discuté avec un psychiatre pour cet entretien et il nous disait, lui, que a priori, rien ne permet de détecter un pédophile jusqu'au moment où le psychiatre commence à entrer dans son psychisme. J'aimerais qu'on discute ensemble des différents profils de prédateurs qui sont sur la toile auxquels tu as eu affaire, parce que toi, tu racontes dans ton livre, d'après toi, il y a 2 catégories. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, je dirais même une 3e que j'aurais peut-être dû rajouter à l'époque où je pense que j'en ai fait un autre chapitre, je ne me souviens plus. Et donc, on a les pervers, donc c'est ceux qui viennent tout de suite parler de sexualité dès les premières lignes. Il y a les faux anges gardiens, donc eux, ils vont être dans la manipulation de l'enfant, ils vont faire en sorte que l'enfant tombe amoureux de son bourreau, en fait. Et il y a aussi les faux enfants. Donc ceux qui se font passer pour des enfants, qui font des comptes de mineurs avec des photos de mineurs, qui parlent comme des enfants également. Donc eux, ils sont dangereux parce qu'un enfant peut facilement tomber dans le piège et puis aller au rendez-vous. Et en termes de proportion, toi, quand tu agis, tu vois une part égale entre ces 3 acteurs? Est-ce que tu vois quand même une prédominance des anges gardiens? Comment ça se passe? Je dirais que c'est kiff-kiff pour les 3, en fait, parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de faux enfants, ou alors on arrive peut-être plus à les repérer aussi. Mais il y a quand même beaucoup de pervers, hein. Beaucoup sont là pour avoir des photos de l'enfant nu, beaucoup. Et puis, il y a le petit pourcentage de femmes aussi, très peu, qui est minime, mais qui existe aussi. Mais j'allais dire, est-ce que tu as eu affaire donc, à des femmes prédatrices? Oui, Alors des femmes qui veulent des jeunes enfants hommes ou des femmes qui veulent des jeunes enfants femmes? C'est des petites filles, là, en l'occurrence, c'était des petites filles. Mais on n'a jamais réussi à en faire arrêter une. Alors, soit elles sont plus malignes que leurs congénères masculins, ou enfin, on n'a jamais réussi à vraiment trouver qui était derrière. Alors, je reviens quand même sur ces profils parce que nous, au début de la préparation de cet entretien, on a souvent vu les femmes impliquées dans ce genre d'actes, mais au niveau, j'allais dire, logistique. Toi, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a des femmes qui demandent des photos nues de petites filles. Ça existe? Oui, et qui se masturbent aussi derrière son écran, oui, bien sûr. C'est, je ne sais pas, dans un inconscient collectif de la femme, peut-être que c'est un petit peu plus, pas difficile à entendre, hein, mais c'est difficilement imaginable. Bien sûr. Ah oui, parce qu'on imagine la femme, la maman, quoi, la mère de famille. Et justement, elles utilisent ce rôle-là dans la manipulation. Elles disent, je peux être ta deuxième maman si tu veux. Oui, alors après, ça, moi, je comprends ça pour obtenir, je te dis, on a eu des affaires célèbres où la femme était, elle attirait le petit enfant, etc. C'était pas pour son désir sexuel à elle, mais là, c'est encore plus hallucinant, c'est que c'est pour elle. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est vraiment pour elle. Alors toi, tu as assisté quand même à quelques procès, j'imagine. Est-ce que tu as pu retrouver ces profils de gens à la barre? Est-ce que tu peux nous raconter quel type de personnes tu as vu avec ces 3 profils-là? Alors pour beaucoup, ils minimisent les faits en disant soit c'est leur profil qui a été piraté, c'est pas eux. Bon, on y croit moyen. Soit il était malheureux, ça allait pas avec sa femme, il était alcoolique, il a perdu son travail, il allait pas bien, donc voilà. Enfin, on y croit moyen aussi. Après, il y en a qui vont dire j'ai été victime quand j'étais petit, j'ai été abusée quand j'étais petit. Donc,
comme si ça leur donnait le droit en fait de recommencer quoi. Et en fait non, en fait. C'est comme un enfant maltraité, quand il deviendra adulte, il battra ses enfants. Bah non, il faut savoir briser la chaîne à un moment donné. Alors j'aimerais que tu reprennes s'il te plaît l'iPad pour visionner une nouvelle vidéo. Ce samedi-là, à 16h30, Quentin est seul dans sa chambre. Face à son ordinateur, tout indique qu'il est tombé dans le piège de brouteur. Via l'application de vidéo Skype, Quentin pense discuter avec une fille. Coucou. Joli. Nous avons pu consulter la retranscription de leur conversation. À la demande de la soi-disant jeune femme, l'adolescent accepte de se déshabiller face à sa webcam. À peine a-t-il accepté, le piège se referme. S'ensuivent 2h30 d'échanges effroyables. Monsieur n'essaie même pas de couper ta cam, sinon tu verras ce que je ferai de cette vidéo de toi. Si tu essaies de te déconnecter ou de jouer les durs, tu verras de quoi je suis capable. Quentin supplie de ne pas diffuser sa vidéo. Alors, on voit que parfois, les photos demandées ne sont pas faites pour satisfaire sexuellement le prédateur, mais pour extorquer de l'argent. C'est ce qu'on appelle une sextorsion, dont tu nous as parlé tout à l'heure brièvement. Quand on regarde de plus près, et c'est dit dans le reportage, on voit que ces réseaux sont pilotés souvent depuis l'Afrique de l'Est. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce phénomène qui, là, pour le coup, avait coûté la vie à ce jeune adolescent? Nous, on le voit à travers nos conversations, les prédateurs, ils vont nous demander une photo. Et si on ne le fait pas, ils vont dire que la photo, ils vont la diffuser à d'autres. Et beaucoup de véritables enfants qui sont victimes, ils vont envoyer une photo pour que ça s'arrête, mais lui, il va en demander encore plus. Et il veut d'autres photos, dans d'autres positions. Après, il veut des vidéos, et ça ne s'arrête jamais, c'est un cycle infernal, et l'enfant est pris au piège. Et là, visiblement, donc là, on a des adultes voilà, qui vont manipuler une personne à des fins financières. Mais voilà, la sextorsion, comme je disais tout à l'heure, ça peut être soit à des fins financières ou alors pour avoir encore plus de photos et de vidéos intimes. Est-ce que vous, par exemple, quand on te contacte avec tes profils que tu crées, est-ce qu'il y a une espèce de... Alors, sextorsion, c'est un bien grand mot. Est-ce qu'il y a un certain chantage aussi en te disant, bah, écoute, puisque tu m'as parlé, je vais dire à tes parents que tu parles à un inconnu, je vais raconter ce que tu fais, parce que vous n'envoyez pas de photos, bien évidemment. On a beaucoup de chantage, même dans presque tous nos dossiers, on a dans les délits, on a la rubrique chantage. On va avoir le chantage, donc soit si tu ne me donnes pas de photos, je mets ton nom sur des sites de rencontres où je dis que tu vends ton corps pour 5 €, ça on l'a eu. Hein. Et il y en a aussi qui font du chantage au suicide. Voilà, le pédophile fait un chantage au suicide. Lui, il va dire, si tu ne m'envoies pas ta photo, je me suicide ou je me tranche les veines. On a eu des cas où il a envoyé son bras complètement tailladé avec du sang partout en disant « Regarde, c'est à cause de toi ». Donc là, il fait culpabiliser l'enfant, en fait. Là, il y a vraiment de la manipulation sadique et malsaine, quoi. Alors, j'aimerais qu'on mette en lumière un autre phénomène de grande ampleur ensemble. Ce sont les vidéos pornographiques sur demande ou vidéos streaming impliquant les mineurs. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je fais un petit résumé. Les vidéos pornographiques, on le rappelle, c'est un business mondial qui génère plusieurs milliards d'euros par an, qui mettent en scène des adolescents, des enfants et même des bébés, hein, parfois torturés par des adultes. Toi, tu dis dans ton livre, ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'une photo ou une vidéo qui traîne, c'est une victime, un bourreau, un vendeur, un acheteur. Et c'est vrai que quand on voit une photo qui arrive sur un écran, quel qu'il soit, on ne se rend pas compte de la chaîne qu'il y a derrière. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce phénomène où finalement on a des gens, un commanditaire qui commande un film, que ce soit en direct ou pas. Est-ce que tu as déjà eu affaire à ce genre de dossier? Alors nous, on n'a pas eu affaire à ce genre de phénomène à proprement parler, mais par contre... il existe, d'ailleurs, il y a quelques Français maintenant qui ont été condamnés à de la prison ferme pour cela, qui commandaient des viols en direct. En général, ce sont des pays, ça va être les Philippines, la Malaisie, etc. Voilà, des pays où les parents vendent leurs enfants, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent et ils les vendent
à des violeurs en fait. Hein. Donc et en fait le commanditaire va demander ce qu'il veut. Donc la position, si c'est du sadomaso, enfin. Il fait son film. Il peut demander des tortures aussi. Enfin c'est bref. C'est voilà. Et donc l'enfant va subir toutes ces atrocités. Et le commanditaire, du coup, il a son viol en direct et il va payer une certaine somme à la famille de cet enfant. Mais là, ça commence un petit peu... et les autorités internationales agissent vraiment maintenant sur ce fléau-là, oui. J'ai vu depuis 2020 en France, en tant que commanditaire, c'est plus un délit, c'est que tu es accusé d'une complicité de viol par instigation. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as forcé quelqu'un, forcé ou proposé à quelqu'un de commettre un crime, ce qui fait de toi un complice qui change tout, parce que là, les peines encourues pour les commanditaires, c'est plus 5, mais c'est 20 ans. C'est ça. J'aimerais qu'on parle avec toi de la tech, un petit peu, une ou deux questions sur le rôle de la tech dans cet environnement pédocriminel. Facebook, en 2017, a supprimé 8,7 millions de contenus pornographiques et se targuait, grâce à l'IA, de supprimer 99% des contenus pédophiles. Autre chiffre, Meta et Google sont à l'origine de 95% des signalements comme Pharos et ont suspendu 630 000 comptes, sachant que ce chiffre est en constante augmentation depuis 5 ans. Alors Néla, j'ai trouvé ça un peu sarcastique, mais c'était très bien répondu dans ton livre. Tu leur réponds tout simplement que tu fais face au 1% et que c'est déjà trop. De ton point de vue, est-ce que ces géants font assez? Quelle est la situation? Non, est-ce que tu te bats avec eux des fois? Ils font rien du tout. Ils font rien et nous, on l'a démontré même à nos débuts. On devait avoir une réunion téléphonique avec Facebook France. On attend toujours. Ça va faire 5 ans, au mois de novembre, on attend. En fait, il existe plein de moyens. Il existe des logiciels aussi de détection dans les messageries privées. Il existe beaucoup de choses, mais c'est pas mis en place. Et Dieu sait que des fichiers pédopornographiques, on en reçoit sur les messageries de Meta. Donc il va falloir qu'ils s'expliquent un jour comment ils peuvent prétendre dire qu'ils effacent tout, ils suppriment tout. Il existe quand même sur Facebook ou sur Instagram des profils où vous avez en photo de profil un mineur qui est nu, avec des commentaires pédocriminels publics. Donc, et il va falloir aussi qu'ils s'expliquent, parce que ça, on l'a souvent vu dans les procès, et je le remarque quand je suis une fausse petite fille. Ils disent quand le juge demande comment êtes-vous entré en contact avec l'enfant, il répond toujours, j'ai reçu une suggestion Instagram ou j'ai reçu une suggestion Facebook. Donc, il va falloir qu'il s'explique là-dessus. Comment se fait-il que l'algorithme propose à des mineurs des adultes et inversement? Et là, on arrive à la fin de notre entretien. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que tous les bips qu'on a entendus, donc c'était des messages d'hommes majeurs reçus par les enfants virtuels que tu as créés sur le site sur lequel tu travailles. Je te propose de nous faire découvrir la teneur de ces conversations maintenant qui se passent, je pense, de tout commentaire. Alors, avant qu'on se quitte, Néla, j'ai encore 2 questions pour toi. C'est maintenant l'heure de la dernière séquence. Avant qu'on se quitte, tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais moi j'ai senti dans ton livre qu'il y avait des personnes importantes que tu as croisées tout au long de ton aventure à la Timur. Et j'ai vraiment l'impression qu'elles ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Alors, si tu les avais en face aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Je voudrais rendre hommage à mon équipe. Je voudrais remercier en premier lieu Steven, hein, qui est devenu mon compagnon aujourd'hui. Je remercie Elton, je remercie Shuriken, je remercie Danae, je remercie tout le monde en fait. Toutes ces femmes
tous ces hommes, ces parents, ces grands-parents qui font un travail de dingue au quotidien pour nous aider à protéger les enfants sur Internet. Un grand merci à eux. Et qu'on continue comme ça et on fait ça pour les enfants. Alors Nella, on a une dernière question que l'on pose à tous nos invités. Chez Tempo Vita, on aime bien voyager dans le temps. Si tu pouvais remonter le tien de temps et si tu pouvais revoir la Nella qui a 6 ans, quel conseil tu lui donnerais? Bats-toi. Bats-toi. Parce que... Et je lui dirais, je te crois. Juste ça, je te crois. Quand tu dis je te crois? Et je t'écoute aussi, ça c'est bien aussi. Je t'écoute parce qu'on m'avait demandé de me taire. Merci Nella. Merci Mathieu. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Tempo Vita est présent sur Apple Podcast et Spotify. Vous retrouverez tous les liens en description. Vous pouvez aussi partager directement votre avis ici en commentaire ou venir échanger avec l'équipe Tempo Vita sur nos réseaux sociaux.